Il est 8h36, notre invitée ce matin, Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Présidente du Rassemblement National. Vous aimez le rap? Non. Non. Vous Non, n'aimez non. pas le rap? Non, moi je suis très chanson française, Bah. Sardou. Vous avez vu compagnie. cette affaire, un rapport inconnu, d'ailleurs, un rappeur totalement Nick Conrad, que personne ne connaissait, qui tout à coup devient un peu plus connu, avec son clip Pendez les Blancs. Il met en scène la pendaison d'un homme blanc, il appelle au meurtre des bébés, des parents blancs. Poursuite judiciaire, logique. Oui, nous avons un code pénal qui permet de poursuivre ce genre d'incitation à la haine et d'incitation au meurtre, car il s'agit d'incitation au meurtre. Mais si vous voulez, ce qui m'inquiète plus, au-delà de tout ça, c'est l'écho de ce qu'on voit en matière de développement de la violence gratuite. Il y a un développement spectaculaire en France aujourd'hui de ce qu'on appelle la violence gratuite, c'est-à-dire la violence non crapuleuse. On frappe, on tue sans aucune raison. Et ça, c'est une dérive de notre société qui est extrêmement inquiétante. Parallèlement à ça, il y a une montée, on le sait, effectivement, de l'antisémitisme notamment, dont les chiffres sont pour l'instant pas donnés, mais qui manifestement sont également en train d'exploser. En augmentation. Et on nous explique qu'il s'agit là d'un nouvel antisémitisme. Moi, je crois qu'il faut dire les choses et dire clairement que cet antisémitisme, il est proféré par le fondamentalisme islamiste. Et ce fondamentalisme islamiste, il est en train de se développer lui aussi et de prendre des quartiers entiers, peut-être même des villes entières dans notre pays, parce qu'aucun combat n'est véritablement et sérieusement mené contre lui. Cette idéologie, qui est une idéologie haineuse à l'égard des autres religions, haineuse à l'égard de tous ceux qui ne se soumettent pas ou qui ne veulent pas se soumettre à la charia, est un nouveau totalitarisme qu'il faut combattre. Je le plaide depuis de très nombreuses années. On ne fait aujourd'hui dans notre pays que des constats. Oh là là, c'est épouvantable, le fondamentalisme islamiste se développe, l'islam de France est complètement gangréné, etc. Mais il n'y a aucune mesure prise pour lutter à la hauteur de ce danger contre ce totalitarisme. Marine Le Pen, les extrémismes se retrouvent partout. On est bien d'accord, à la fois dans les actes, antisémitisme ou autres, des actes racistes, des actes homophobes, dans les propos aussi des uns et des autres. Vous condamnez tous les propos qui sont tenus en ce moment, je sais pas moi, Yann Moix, Éric Zemmour, Marcel Campion. Mais ça veut dire... C'est de quoi? C'est de la liberté d'expression ou pas? Est-ce que c'est de la Je vous pose la question. Oui. Est-ce que c'est de la liberté d'expression ou pas? Oui, bien sûr. Ces propos vous ont choqué? Je vais vous dire une chose. Certains de ces propos vous bien ont sûr, choqué? Mais c'est le principe de la liberté d'expression, Monsieur Bourdin. Oui. La liberté d'expression, telle qu'elle a été définie par la Cour européenne des droits de l'homme, dit clairement qu'il ne s'agit pas de protéger l'expression d'une pensée qui est partagée par tous ou qui est un filet d'eau tiède. Précisément, la Cour européenne des droits de l'homme dit que la liberté d'expression, c'est le fait de défendre des propos qui peuvent choquer ou inquiéter l'État ou une partie de la population. Est-ce que vous défendez ces propos? Mais je n'ai pas à les défendre. Qui ont choqué une partie de la population. Mais je n'ai pas à les défendre. Bon. J'ai à défendre la liberté d'expression qui permet de dire que dans notre pays, ces propos peuvent... Mais non. Vous auriez pu les prononcer. Mais non, encore une fois. Non, ça n'est pas le sujet. Pas. Mais ça dépend lesquels. Vous me donnez. Est-ce que vous croyez? Est-ce que sérieusement, Monsieur Bourdin, vous me posez vous me posez la question de savoir si je peux partager les propos orduriers qui ont été exprimés par Monsieur Moix contre la police? Évidemment que non. C'est pour ça que je vous pose la question, mais encore Marine une Le Pen. fois, la liberté d'expression. Vous partagez pas non plus les propos de Marcel Campion. La liberté d'expression, elle est limitée par la loi. C'est au juge de venir dire si cette liberté d'expression a fait l'objet d'une outrance ou non. Mais ce que je ne veux pas, c'est que au préalable, on empêche la pensée, on empêche l'expression de cette pensée et qu'on se serve en quelque sorte de véritables fatwas, notamment pour interdire un polémiste ou un écrivain de pouvoir parler ou de pouvoir aller sur des plateaux de télévision. Je trouve que ça, c'est un véritable danger. Est-ce qu'il y a aussi atteinte à la liberté d'expression? Vous avez vu les manifestations devant les abattoirs dans la nuit, des antispécistes. Est-ce que vous condamnez ces manifestations? Mais je les condamne parce qu'elles sont une entrave à la liberté de circulation également, et qu'elles sont violentes. Enfin, ça n'a aucun sens, encore une fois, de voir le développement de ces groupuscules qu'on appelle
aux États-Unis des éco-terroristes, on appelle ça. C'est-à-dire des gens qui cherchent à impulser la peur dans une catégorie de la population. En l'occurrence, ce sont les pauvres bouchers, parfois même des poissonniers. Des poissonniers. Oui, bien sûr. Non, mais c'est absolument... Pourquoi ? Parce qu'ils refusent le droit de mort de l'être humain sur l'animal. Vous refusez le droit de mort de l'être humain sur l'animal ? Non, écoutez, c'est ridicule. Encore une fois, c'est une ultra-minorité, mais une ultra-minorité violente. Agissante. Tout à fait, violente et agissante, et qu'on laisse faire. Donc il suffit de serrer la vis, de leur expliquer qu'il n'est pas possible de faire ça dans notre pays, que des magistrats fassent leur travail, et les choses se régleront très tranquillement. Marine Le Pen, parlons des européennes. Matteo Salvini, Viktor Orban ont désigné ensemble un ennemi commun, qui est Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils ne lui rendent pas un fier service, sincèrement ? En réalité, c'est M. Macron qui a commencé à traiter ses homologues européens de lépreux. Bon, ça a démarré comme cela. Oui. Maintenant, au-delà de ça, si vous voulez, au-delà de ces échanges d'amabilité, c'est vrai qu'il y a deux visions de l'Europe. Ça me paraît tout à fait clair. Donc le combat s'installe, l'affrontement politique s'installe. Mais bien entendu. Entre les progressistes représentés, c'est ce que dit Emmanuel Macron, d'accord, c'est ce qu'il dit, et les nationalistes que vous représentez en France. C'est ce qu'il dit, mais vous n'êtes pas obligés, ni vous ni les autres journalistes, de reprendre la sémantique présidentielle. Oublions progressistes. Il y a deux visions. Il y a une vision mondialiste. Ça, c'est un fait. C'est un courant de pensée, le mondialisme, qui souhaite qu'il n'y ait pas de frontières, qui souhaite la libre circulation des biens, des personnes, des flux financiers, et qui souhaite surtout la disparition, en réalité, des nations. Les nations doivent être dépecées de leur souveraineté pour que cette souveraineté soit transférée à une puissance supérieure, en l'occurrence l'Union européenne. Et il y a une autre vision de l'Europe. Ce que disaient les partisans du Brexit, par exemple. Qui sont les nationaux, souverainistes, ceux qui pensent que les nations doivent conserver leur souveraineté parce qu'il en va de la démocratie, car si ça n'est pas le peuple de la nation qui décide, alors qui a la légitimité pour décider, et qui souhaite que l'Europe soit une Europe des coopérations, mais qu'elle n'entraîne pas l'affaiblissement des nations. Donc, voilà, il est là. Le face-à-face est installé. Le combat politique pour les européennes du printemps prochain est installé. Mais finalement, vous voulez ce face-à-face. Ça vous arrange. Il vous arrange. Mais c'est pas qu'il m'arrange, c'est qu'il est... Il est réel, c'est la réalité. Donc, vous rejouez tous les deux la présidentielle, si j'ai bien compris. Non, c'est une continuation du choix de société qui est offert aux Français. Parce qu'on voit bien que le clivage gauche-droite n'a plus aucun sens. Enfin, mais aucun. Bon, vous faites disparaître le Parti Socialiste, les Républicains, au milieu de tout ça. C'est pas vous, Ce sont les électeurs qui les ont fait disparaître, pardon. Ce sont les électeurs qui ont compris que le choix était entre le mondialisme et les nationaux. C'est eux qui ont compris ce clivage, et c'est eux qui, à mon avis, vont le faire revivre aux élections européennes. Une question au passage, Marine Le Pen. Est-ce que vous accepteriez un nouveau débat avec Emmanuel Macron ? Mais bien sûr, pourquoi je ne l'accepterais pas ? Moi, je vous l'organise, si vous voulez. Ah, mais si vous voulez. Ouais. Oui, vous l'organisez, moi. Oui. Un nouveau débat avec Emmanuel Macron, ça serait pas mal. Non, mais il n'y a aucun problème. Vous savez, je n'ai aucun traumatisme à ce sujet. Et nous avons beaucoup de choses à nous dire. Et j'ai envie de vous dire que pendant l'élection présidentielle, encore une fois, les Français n'ont entendu que la musique. Et depuis quand même un certain nombre de mois, ils ont maintenant les paroles. Donc vous aimeriez ce débat. Que les paroles de la chanson ne leur plaisent pas. Donc vous aimeriez ce débat. Bon, on est bien d'accord. Vous n'avez toujours pas choisi votre tête de liste pour les européennes. Non, pas encore. Quand la choisirez-vous ? Oh, d'ici quelques semaines. Il n'y a pas une urgence. Il n'y a pas une urgence particulière. Parce que vous hésitez. Parce que vous hésitez, mais bien sûr que si, Marine. Mais non, parce que nous sommes maîtres de notre calendrier. Vous aurez noté que l'élection est dans 8 mois, que les LR n'ont pas choisi leur tête de liste. Un membre de... Pas choisi ou pas révélé. Un membre du Rassemblement national ? Nous verrons, il y a un débat. Il y a un débat qui existe au sein des instances du mouvement entre une tête de liste qui viendrait de la société civile et une tête de liste qui viendrait du Rassemblement national. Comme je pense réussir à faire une très grande liste d'ouverture, c'est-à-dire avec des gens qui vont venir nous rejoindre dans le combat essentiel de ces élections européennes, alors dans ces conditions, oui, je pense que peut-être la tête de liste doit être issue du Rassemblement national. Tête de liste issue du Rassemblement national, et un nom s'impose, Louis Alliot. Ah, si vous le dites. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le pensez. Non, mais... C'est qui est la grande différence. Non, moi, je ne dis rien. Non, mais... Vous pensez, et ça paraît logique, non ? Non, mais je vais vous dire, on a un excès de compétences. On va pas s'en plaindre.
Non, Bon, on va pas s'en plaindre. Il y a beaucoup de gens qui ont les qualités pour être tête de liste. Ce sont les instances dirigeantes du Rassemblement national qui vont faire ce choix. Et Louis Alliot sera un bon candidat ? Bien sûr qu'il sera un bon candidat. Évidemment qu'il sera un bon candidat. Pour diriger il a été député européen. Oui. Il est très apprécié au sein du mouvement. Il est arrivé en tête des élections du comité central il y a quelques semaines de cela. Donc, bien entendu, c'est un bon candidat. Il n'est pas le seul, mais c'est un bon candidat. Enquête sur les assistants parlementaires des eurodéputés frontistes. Est-ce que vous êtes soulagé ? Évidemment, comment voulez-vous que je ne le sois pas ? Je suis soulagé parce que... 1 million de moins, hein ? Je suis soulagé parce que la Chambre d'instruction a constaté que les juges d'instruction avaient de manière absolument outrancière pris fait et cause pour le Parlement européen, alors même que l'instruction n'est pas terminée, que ces juges instruisent exclusivement à charge et qu'ils avaient pris une décision qui mettait en péril l'existence même du premier parti d'opposition de France. C'est ce que constate la Chambre d'instruction. À mon avis, ils ne vont pas assez loin et c'est la raison pour laquelle je souhaite soumettre ce débat essentiel à la Cour de cassation. Mais... Le pourvoi ? Oui. Mais je le souhaite. Mais il y a une ambiguïté juridique dans ce dossier que j'essaye de résumer pour ceux qui nous écoutent. En gros, il semblerait qu'on nous dise soit vous faites un pourvoi en cassation et on vous donne le million, et on ne vous donne pas le million, soit vous renoncez au pourvoi en cassation et on vous donne le million. On vous donne le million. Alors c'est terrible comme choix, c'est cornélien, car je ne peux pas mettre en danger le mouvement que je préside. Mais il n'est pas en danger, le mouvement que vous présidez ? Mais il n'est pas en danger si... Il n'est pas déjà en danger, vous nous avez dit qu'il était en danger. Mais bien sûr, mais la Chambre d'instruction d'ailleurs, M. Bourdin, constate ce danger, constate ce péril vital, puisqu'elle dit on ne peut pas ponctionner 2 millions de dotations au risque de créer une cessation de paiement pour le mouvement. Je vous pose une question de fond, est-ce que votre parti est bien géré ? Franchement, Marine Le Pen. Oui, il est vous bien devez géré. rembourser 9 millions d'euros de prêts, c'est bien cela, à un établissement tchéco-russe, c'est cela, c'est vrai ou pas ? Oui, bien sûr. Et 6 millions d'euros aussi au micro-parti de Jean-Marie Le Pen. Monsieur Bourdin, nous avons entre les élections européennes de 2009 et les dernières élections européennes, nous sommes passés de 6% à 24%. Nous sommes devenus le premier parti de France. Nous avons multiplié nos adhérents par 4. Et par conséquent, comme une entreprise qui est en pleine dynamique, nous avons dû faire des investissements. Mais de surcroît, permettez-moi de dire à cette antenne que nous sommes les grands maltraités de la vie politique française. Nous n'avons aucun concours bancaire. Je vais vous donner juste un exemple pour vous expliquer la difficulté que ça entraîne pour nous. Aux élections présidentielles, l'État rembourse les intérêts des prêts uniquement si ce prêt est fait par une banque. Et s'il n'est pas fait par une banque, ce qui est notre cas, puisqu'aucune banque n'a voulu nous prêter, aucune, elles ont prêté à tous les candidats à la présidentielle, sauf à moi, eh bien, nous devons assumer, nous, Rassemblement National, le coût qu'a représenté les intérêts de ce prêt. C'est un véritable scandale. Alors, bien sûr, nous sommes dans des conditions difficiles. Nous sommes le seul mouvement de France qui prenons en charge les campagnes de tous nos candidats. Et vous savez pourquoi, Monsieur Bourdin ? Parce que nos candidats ne sont pas fortunés, parce que ce sont des citoyens qui avancent avec leurs convictions et qu'ils n'ont pas les moyens. Dans les autres partis aussi, il y a beaucoup de candidats qui ne sont pas fortunés, vous savez bien. Oui, Monsieur Bourdin. Sauf que eux, parce qu'ils sont à LR ou parce qu'ils sont au PS, eh bien, ils arrivent à trouver des prêts bancaires. Nos candidats, à nous, ils n'arrivent jamais à obtenir un prêt bancaire. Donc c'est nous qui faisons la banque de nos candidats, à tout risque, Monsieur Bourdin. Mais je suis fier de cela. Voilà, je suis fier de là où j'ai emmené le Rassemblement National. Je suis fier des efforts et des sacrifices que nous faisons pour permettre aux Français de voter pour un candidat Rassemblement National et défendre leurs idées. Marine Le Pen, l'Aquarius, l'Europe. Est-ce qu'un pays d'Europe doit aujourd'hui fournir un pavillon à l'Aquarius ? Non. Pourquoi non ? Parce que ce sont les complices des passeurs. Ce sont les complices des passeurs ? Oui, parce qu'ils font de la traite d'êtres humains. De la traite d'êtres humains. Oui, ils vont chercher des migrants sur les rives de la Libye pour pouvoir les ramener en Europe pour des raisons essentiellement d'idéologie politique. L'idée, c'est que l'Europe doit être totalement ouverte à tous ceux
qui veulent y venir. Je suis en désaccord profond. On interdit avec tous cela. les bateaux humanitaires qui circulent dans cette zone, naviguent dans cette zone. Mais on laisse aux États, et Oui. c'est le cas de l'État libyen, c'est le cas de l'État italien, le soin d'arraisonner des bateaux, des navires qui pourraient être en difficulté avec des migrants. On sait d'ailleurs les conséquences dramatiques que ça peut avoir sur eux, puisque, vous le savez, beaucoup de morts en Méditerranée. Et on les ramène à leur pays de départ. C'est, moi, le choix que je veux proposer. Parmi les personnes qui ont été sauvées, vous n'employeriez pas le mot si sauvé quand même en Méditerranée. Sauvé par l'Aquarius. Monsieur Bourdin, à 20 km des côtes, non, pas sauvé. Pas sauvé. Non, non. Bon. Alors, parmi ces personnes, on les appelle et on leur dit, on se donne rendez-vous à tel point, à 20 km des côtes. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Oui, bien sûr, ces accords et ces appels se passent avec les passeurs. Vous avez regardé qui sont ces personnes qui étaient sur l'Aquarius, qui ont été sauvées sur l'Aquarius? Je pense que la bonne agence de communication Aquarius a dû très probablement choisir un certain nombre de profils qui puissent faire pleurer dans les chaumières. Mais il ne s'agit pas de... Mais non, pas du tout. Si. Ce sont des Libyens pour la plupart. Et des Libyens, des citoyens libyens qui ont les moyens de partir, parce qu'ils ont payé cher, effectivement. Oui, ils payent cher, oui. Et vous savez pourquoi? Tiens, je vais vous prendre un exemple. Elle s'appelle Malak, elle est partie avec ses 5 enfants. Est-ce que vous savez pourquoi elle est partie avec ses 5 enfants? Parce que son mari a été enlevé et qu'elle n'a plus de nouvelles. Mais Monsieur Bourdin. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Ses enfants de 9 à 22 ans. Monsieur Bourdin. Parce qu'elle a peur pour la vie de ses enfants. Vous partiriez, vous? La situation en Libye, Monsieur Bourdin, telle qu'elle est? Monsieur Bourdin, arrêtez avec ça. Mais arrêtez avec ça, d'accord? Il y a des dizaines de milliers et même des centaines de milliers de clandestins qui arrivent en Europe aujourd'hui. L'immense majorité d'entre eux sont des immigrés économiques. Ils ne viennent pas pour fuir une persécution politique, ils viennent parce qu'ils espèrent. Et on ne peut pas leur reprocher une vie meilleure en Europe. Vous savez pourquoi il a été enlevé, son mari? Parce qu'il a de l'argent en Libye. Et qu'il a été enlevé. Et qu'elle n'a plus de nouvelles. Mais elle doit se tourner, monsieur, elle doit se tourner vers l'État libyen. Elle a dû fuir. L'État libyen, mais où elle est? Où est-il l'État libyen, Marine Le Pen? L'État libyen, vous savez, celui qu'on a essayé de détruire par les armes, car c'est nous qui avons en quelque sorte importé le chaos en Libye. Donc, à un moment donné, bien sûr, il doit y avoir la possibilité d'accorder l'asile politique. C'est ce que dit d'ailleurs Matteo Salvini. Le vrai. Oui, c'est ce que dit Matteo Salvini. Le vrai, il faut faire la distinction. Le vrai, mais le vrai avec des critères qui sont des critères sérieux, Monsieur Bourdin, pour ne pas voir des gens à qui on a accordé l'asile politique retourner en vacances dans leur pays d'origine. Parce que ça, il faut quand même arrêter de nous prendre pour des pigeons à un moment donné. Et moi je dis, il faut que ces demandes s'effectuent dans les consulats et les ambassades de France à l'étranger. Comme ça, on accorde ou on n'accorde pas. Mais on ne voit plus des gens qui sont sur le territoire national déboutés du droit d'asile et qui restent aux frais de la communauté nationale. Alors que nous n'avons plus les moyens. L'immigration a beaucoup baissé, venue d'Afrique ces derniers temps. Pourquoi, selon vous? Non, je ne le crois pas. L'immigration par la mer. Par la mer a beaucoup baissé. Oui. D'accord. Mais par la terre, l'Espagne aussi a fermé, d'ailleurs, vous avez vu? Par la terre, entre janvier et septembre, multiplié par 7. Par 7. Qui vient d'où? Voilà. Qui viennent partout, je vais vous dire, de partout. Voilà, y compris d'ailleurs d'un certain nombre de pays que nos élites politiques veulent faire entrer dans l'Union européenne. Vous voyez, donc de partout, du monde entier. C'est une immigration mondiale. Voilà. Et le réservoir est infini, Monsieur Bourdin. C'est ça que je viens de dire. C'est un déplacement de population, c'est vrai, mondial. Oui, on n'est plus face à une immigration, on est face à des migrations. Il faut donc qu'on adapte la politique qui est la nôtre. Pour de multiples raisons d'ailleurs. Bien sûr, qu'on l'adapte en matière aussi. Qu'on l'adapte en matière de coopération avec les pays en question, qu'on l'adapte sur le plan législatif avec une fermeté totale, parce que le signal qu'on lance est important. Et encore une fois, ne vendons pas un rêve qui n'existe pas. Nous n'avons plus rien à offrir en France. Nous avons des personnes âgées, nous avons des pauvres qui attendent de nous, et c'est normal qu'ils soient notre première priorité. Merci Marine Le Pen d'être venue nous voir. Il est 8h50.